Près de 80 jours de grève plus tard, la bombe est désamorcée en 3 jours de négociations pour l'hôpital de Cayenne. Un protocole d'accord a été signé cet après-midi. Les attentes des grévistes sont globalement satisfaites. L'emploi, l'investissement et le CHU, le point à suivre. Et puis au sein même de l'hôpital, son ouverture est passée inaperçue durant les mouvements sociaux. Un service spécialisé dans le traitement du diabète accueille peu à peu des patients. Présentation à suivre de l'équipement et de son personnel dans votre journal. Et puis la braderie de Saint-Laurent-du-Maroni se poursuit depuis mercredi. Les bonnes affaires sont au rendez-vous au sein de la gare routière. Les commerçants et les clients négocient leurs tarifs. Objectif, booster l'économie. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un dénouement plus que rapide. Après plus de 70 jours de grève, 3 jours de négociations auront suffi pour parvenir à un accord sur une plateforme revendicative de l'UTG Santé. Pierre Lestéven, Dominique Noiret étaient à pied d'œuvre dans les négociations avec les grévistes de l'hôpital de Cayenne depuis mercredi. Et les émissaires du gouvernement ont acté une série de mesures, notamment des postes supplémentaires, 110 immédiatement, 75 titularisations par an. Mais la question du CHU, toujours réclamée, jamais initié, a également été abordé. Voyez plutôt les quelques précisions de Charlotte Fleury. L'heure est aux festivités sur le piquet de grève de l'hôpital de Cayenne. Le protocole d'accord vient d'être signé. Après 74 jours de grève et 3 jours de négociation, l'ambiance est au soulagement. On a tenu jusqu'au bout et on avait dit, on a été jusqu'au bout des 74 jours de grève. Et on n'était pas dans le faux, ça je veux dire ça. Et là, dans ce protocole, le suivi sera fait par l'UTG Santé et l'amélioration des conditions de prise en charge des patients à l'hôpital de Cayenne. L'hôpital devra avoir une autre image. On l'a dit, on l'a redit, que tout le monde se mette au travail maintenant. Que tout le monde se mette au travail. S'ils ne veulent pas travailler, qu'ils quittent l'hôpital et envoyer des gens qui veulent travailler. Il y a une jeunesse là, il y a des compétences locales, embauche locale, compétences locales. Il faut qu'on se mette au travail et que cet hôpital ait une autre image. Monsieur Lestéven qui était présent, par rapport à son rapport, connaissait la situation. Et je pense, c'est pour ça que je pense que le ministère l'a envoyé. Et lui, il a tout de suite attaqué sur la plateforme revendicative. Lui, il savait, ce qu'on disait, c'est ce qu'il avait à peu près tout écrit. Hein. Et ça n'a pas été facile sur tous les points. Ils avaient déjà des propositions. On nous proposait ça, on discutait. Ça a été une négociation pas tendue, dans la coopération de tous à chacun, avec un grand respect, je peux dire, des deux côtés, de l'UTG Santé et même de la direction. Hein. Des négociations très constructives qui ont été plutôt faciles selon l'UTG Santé, mais également selon Pierre Lestéven qui a dirigé la mission. Parmi les mesures de ce protocole, il y a la création de 110 nouveaux postes dans l'immédiat, 100 dans les services de soins et 10 dans l'administratif, mais également l'intégration de 75 contractuels chaque année. Alors, le paradoxe, c'est qu'un certain nombre de ces revendications, effectivement, qui correspondaient à ce qu'il y avait dans le rapport, étaient déjà, je dirais, les actions étaient déjà engagées. Donc c'est des points, on a pu aller dans le détail, mais je veux dire que le protocole était facile à obtenir dans la mesure où ce rapport, vous l'avez vu, était sans concession. Il a appelé de la part des pouvoirs publics un certain nombre d'actions qui mettent du temps à être visibles. Je veux dire, en plus, on a traversé une période où les décisions administratives n'étaient pas forcément très fluides. Et donc, en fait, quand on abordait beaucoup des points, globalement, pas mal de choses étaient en route. Je vous rappelle que quand on a fait l'administration provisoire, on a lancé des investissements à hauteur de pratiquement 22 millions pour que cet hôpital soit aux normes de sécurité et de dignité. On visait fin 2017, on a peut-être 2-3 mois de retard suite aux événements concernant les approvisionnements. Mais cette première tranche de travaux est engagée. On a vérifié avec les participants les calendriers de ces travaux pour partager ensemble le fait que c'était parti. Ensuite, ils ont identifié un certain nombre d'écarts par rapport à ce qui était prévu. Donc on continue de travailler. On a demandé à la direction un certain nombre d'éléments. Je reviendrai début juillet pour faire le point. Quant au projet de CHU à Cayenne, cela semble en bonne voie. Donc un CHU, c'est une ambition à moyen terme. Ça se construit, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer comme ça, ex nihilo, 20 PUPH. Il faut quand même pratiquement 40 ans pour former, 30 à 40 ans pour former un professeur des universités médecin. Donc ça se construit. Et je pense qu'on a des bases pour le construire aujourd'hui en Guyane.
Et la secrétaire générale adjointe de l'UTG Santé est avec nous pour en parler. Bonsoir Patricia Saïd. Bonsoir. Merci d'avoir couru pour nous rejoindre. Il aura donc fallu près de 80 jours de mobilisation pour parvenir à un accord, pour finalement boucler le conflit en 3 jours de discussion. Oui. Ceci est évalué par rapport à un problème que nous avons dans ce pays, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir imposer un certain respect, un certain dialogue, une certaine reconnaissance des fonctionnaires d'État qui viennent ici et qui doivent comprendre qu'ils ont un travail à fournir au même titre que le nôtre. Et pour pouvoir arriver à un objectif commun, il faut s'asseoir autour d'une table et pouvoir discuter. Donc nous regrettons ce pourrissement qui, pour nous, paraissait totalement volontaire, parce que nous avons quand même un préfet de la santé ici qui était à même de pouvoir mener les débats. Finalement, en tout cas, ces débats se sont plutôt bien déroulés. Vous avez, tout le long de ces 3 derniers jours, évoqué un climat d'apaisement, finalement. La vérité, elle est là, c'est que 74 jours pour boucler en 3 jours un protocole d'accord, c'est que vraiment, il y a une interrogation à émettre. Et en plus, pour gagner des revendications très importantes pour le pays, c'est-à-dire l'engagement sur la mise en place d'un centre hospitalier régional universitaire, en passant par différentes étapes. Donc, il y aura une convention à monter avec l'université de plein exercice pour la formation. Nous aurons aussi une convention avec la PHP qui nous permettra de pouvoir mettre en évidence une filière de recherche, de formation et des soins. Il nous faudra améliorer la qualité de nos soins et nous avons autant à apprendre, nous avons autant à donner. Il y a bien des médecins au niveau de la PHP qui souhaiteraient venir en Guyane et pouvoir partager certaines expériences avec nous. Avant de détailler encore un peu plus les mesures actées donc cet après-midi, n'avez-vous pas le sentiment d'avoir dû faire quelques concessions sur la plateforme de revendication du TG Santé? Alors pas du tout, parce que finalement, moi je le dis tous les jours, quand on est vraiment sincère dans son engagement, les choses elles arrivent toutes seules. Nous avions monté une plateforme, nous l'avons dit, cela fait déjà plus d'1 an, et nous sommes entrés en grève dans le cadre de l'appel à la grève générale, et nous nous sommes rendus compte qu'après avoir pu arracher ce document, qui reste quand même un document public, nous nous sommes retrouvés en phase avec les préconisations de l'administrateur provisoire, M. Lesteven, sur un rapport qui date de mars 2017. Ceci étant, j'ai envie de dire qu'on n'a oublié personne dans ces revendications. Nous avons très largement pensé à notre population un petit peu éclatée. Donc ce sera quand même la reconstruction du centre de santé d'Apatou, la reconstruction du centre de santé de Kamopi et de Papa-Ichtan. Et de nouveaux centres. Et un nouveau centre qui va aller vers une évolution de centre hospitalier pour Maripasoula, et la réflexion qui est portée en ce moment pour Saint-Georges. Alors vous commenciez déjà à détailler, alors parmi les points importants des mesures donc actées ce soir, surtout ce premier point, celui qui bloquait depuis le début, celui des postes, du nombre de postes à accorder pour l'hôpital de Cayenne. 110 postes immédiatement, c'est ce qui a été annoncé, voilà. Et puis 75 titularisations voilà. Chaque année. Alors 110 postes immédiatement sur un statut de stagiaire, ça veut dire que ce ne sont pas des contrats, ce sont des personnes qui vont être systématiquement, puisque dans la fonction publique hospitalière, on doit passer par la phase stagiarisation et la phase titularisation. Ces personnes vont être recrutées en tant que stagiaires. Après évaluation, être titulaire, donc il y a une durée moyenne sur ce processus, et une très très grande satisfaction pour nos contractuels, pour certains qui ont plus de 10 ans dans cet hôpital, où on va pouvoir sortir de la titulariser, 75 par année, jusqu'à épuration de cet état que nous avons depuis plusieurs années. Il est aussi question d'une mise à disposition d'une enveloppe de 200 000 € supplémentaires pour l'investissement. Une enveloppe de 200 000 € pour investissement qui va nous permettre de pouvoir redorer un petit peu notre établissement et réévaluable jusqu'à la hauteur de 500 000 €. D'accord, et donc qui permettra de combler... Après évaluation selon les besoins. Mais j'aimerais quand même aussi annoncer quelque chose qui pour nous est une vraie révolution. Il nous a été imposé au niveau de la production culinaire une production en liaison froide. Nous avons demandé de pouvoir faire un test pour 2 secteurs. Le secteur de l'EHPAD, où nous avons des résidents qui habitent pratiquement à l'hôpital, et le secteur de la psychiatrie. Donc à partir du mois de septembre, le temps de remettre les choses en place, nous allons revenir à la production chaude, ce qui nous permettra de pouvoir faire marcher l'économie guyanaise avec des producteurs guyanais. Et si l'évaluation nous donne un retour très satisfaisant, pourquoi pas généraliser et retourner à la production de liaisons chaudes et offrir de vrais repas à nos patients. Patricia Saïd, on sent bien votre enthousiasme avec ces nouvelles annonces. C'est un grand moment, un nouveau départ qui s'annonce pour l'hôpital, pour l'UTG Santé très certainement, et puis finalement pour tous les Guyanais. Bien sûr, c'est surtout pour tous les Guyanais. Je crois que l'UTG Santé, dès 1999, a bien démontré
sa capacité d'être une force de proposition dans le cadre du schéma sanitaire, social et médico-social. Et le travail, on doit le faire, le secrétaire général vient de le dire, il nous faudra nous mettre au travail. Et très sérieusement, et nous sommes prêts pour ça. Et tout démarre aujourd'hui, finalement. Tout démarre aujourd'hui, je dirais même lundi. Merci. Permettez-nous de nous reposer un petit peu quand même. Oui, il faut quand même effectivement vous reposer un peu, bien entendu. Merci beaucoup, Patricia Saïd, c'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, je vous le disais en titre, pendant ce temps, un nouveau service voyait le jour le mois dernier au centre hospitalier de Cayenne. 200 000 € d'investissement, 5 places en hôpital de jour, un espace dédié à l'endocrinologie et la diabétologie et qui aura nécessité environ 2 ans de préparation. Même si l'inauguration officielle n'est toujours pas programmée, le service nous a ouvert ses portes. Ayodele Germa nous présente les services. Dr Saba, à gauche de l'écran, est le chef du tout nouveau service d'endocrinologie diabétologie du Char. Ici, les patients atteints de maladies de la thyroïde, de l'hypophyse ou du diabète trouvent enfin un lieu dédié aux soins et à l'éducation. Il va permettre de mettre en place vraiment de l'éducation thérapeutique, de prendre en charge de manière très complète les patients, à la fois sur le versant prévention, que ce soit primaire ou secondaire, surtout sur le versant éducatif, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux patients ce qu'est la maladie, comment se prendre en charge, quels sont les différents traitements. Ça, c'est vraiment une phase primordiale pour que le patient comprenne et accepte sa maladie. Et puis la deuxième phase, c'est la phase d'éducation sur le traitement, c'est-à-dire qu'on va lui expliquer, lui apprendre comment gérer son traitement, que ce soit l'insuline ou d'ailleurs les antidiabétiques. Pour ce faire, le service comprend un hôpital de jour, lieu où les patients atteints de diabète peuvent apprendre à réaliser leur propre injection d'insuline et les nouveautés destinées à leur faciliter l'existence. Sous la peau, il y a une toute petite tubulure de 2 à 3 mm en téflon que le patient ne sent absolument pas et qui permet de diffuser de l'insuline sous-cutanée de manière horaire. Le patient n'a plus à se piquer avec des injections plusieurs fois par jour. Une prise en charge globale et multidisciplinaire, avec une rétinographie pour vérifier les complications ophtalmiques, un podologue qui s'occupe des risques liés aux formes d'insensibilité des pieds des diabétiques, mais aussi une nutritionniste qui conseille le patient sur une alimentation appropriée au traitement du diabète. Quand on accompagne un patient, c'est d'identifier les erreurs faites par le patient et l'aider à corriger. Donc un conseil principal, par exemple, c'est de lutter contre le grignotage, donc effectivement éviter les accès de sucre intempestif sur la journée. D'éviter le sucre mais également la graisse parce que bien sûr le diabète se manifeste par une augmentation du taux de sucre dans le sang mais ce n'est pas qu'une affaire de sucre. Il y a aussi les aliments gras qui favorisent le phénomène d'insulinorésistance qu'il faut aussi combattre. 200 000 € d'investissement financés en majorité par l'Agence régionale de la santé. Ce service peut accueillir une dizaine de patients par semaine. Avec 8% de taux de prévalence au diabète en Guyane, ce tout premier service de diabéto-endocrinologie est salvateur selon la responsable. Un besoin énorme, on n'a pas arrêté de le répéter ces dernières années. C'est un vrai problème de santé publique avec une prévalence du diabète qui est quasiment 2 fois celle de la métropole. Et alors, ce qui nous fait très peur actuellement, c'est qu'on voit de plus en plus d'enfants en surpoids. Et du coup, on voit de plus en plus de diabète de type 2 chez l'enfant, ce qui ne se voyait pas il y a 10 ans. Donc là, on tire la sonnette d'alarme et on dit attention, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On poursuit tout de suite avec ce rappel. Les Polynésiens votaient déjà le 3 juin avec une semaine d'avance sur l'Hexagone pour le premier tour des élections législatives 2017. Et les Guyanais et les Antillais, eux, sont appelés aux urnes demain pour désigner leurs députés. Chez nous, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, de 8h à 19h pour Grand Santi, Mana, Maturi et Roura. Et puis, ne manquez pas justement votre émission consacrée à ce scrutin demain soir. Gilles Vernet et Farouk Amri, ainsi que les équipes d'ATV Guyane, tiendront l'antenne à partir de 19h pour faire le tour des résultats et des bureaux de vote. Et puis l'autre rendez-vous de ce 10 juin, c'est surtout la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Plusieurs actions sont programmées pour marquer l'événement. Parmi elles, cette invitation au Jardin botanique à partir de 10h demain matin pour dévoiler le mémorial des libérés de 1848, une quarantaine de totems rassemblant 13 000 noms des esclaves du territoire, un édifice érigé à l'initiative de l'Association des historiens de Guyane. On écoute à ce propos la vice-présidente de la CTG à la culture.
Le président a souhaité mettre les totems au jardin botanique avec tous les 13 000 noms d'esclaves libérés de 1848. Donc on invite la population à venir découvrir ces noms qui seront positionnés par ordre alphabétique et par commune. Donc facilement repérable à savoir si on a un nom d'esclave ou pas. C'est rattacher les Guyanais à leur histoire. Il faut savoir que les noms peuvent apporter une histoire. Donc c'est l'occasion, lors de l'abolition de l'esclavage, de démontrer que la Guyane est issue de l'esclavage par les noms aussi. Donc c'est une découverte. C'est en même temps peut-être, ça peut être une tragédie, ça peut être un moment fort. Mais en tout cas, la CTG, avec le président, avec toute son équipe, nous avons souhaité révéler ça à toute la population. La CTG a souhaité remettre un petit peu l'abolition de l'esclavage dans les habitudes des Guyanais. En tout cas, la culture va s'y faire. L'année dernière, nous avions fait le village de l'abolition. Cette année, nous ne l'avons pas pu faire, vous savez pourquoi, par rapport aux élections. Mais l'année prochaine, on compte renouveler cette opération sur le village de mémoire de l'abolition et du marronnage. Ce soir, et j'espère, avant demain, que le public répondra présent à la conférence qui est donnée par M. Dussauge, qui est le directeur du musée de Schellcher en Guadeloupe, qui a participé à la transcription de la route de l'esclave sur les Caraïbes. Et on se pose la question pourquoi la Guyane n'a pas sa route de l'esclave sur le livre de l'UNESCO. Voilà la question qu'on va poser ce soir. Saint-Laurent-du-Maroni est à l'heure des bonnes affaires. Depuis mercredi, la capitale de l'Ouest vit sa braderie. Chaque jour, de 8h à 19h, rassemblés à la gare routière, les commerçants ont disposé leurs stands et leurs produits à prix réduit. Petit tour dans les allées avec Jonathan Lariot. 5, 10 euros, voire même parfois 20 euros. Sur chaque stand, les articles sont à prix cassé. Difficile de ne pas s'arrêter à chaque fois qu'un prix semble attirant. C'est un mère qui m'a dit qu'il y a la braderie, donc du coup je l'ai accompagné. Dès que les prix sont à 5 euros, ça me va. Acheter à des prix dégriffés, c'est ce que cherchent les clients qui parcourent les différentes allées de la braderie de l'Ouest. C'est aussi un moment pour négocier aussi, oui. Parce que c'est une fois par an, en fait c'est une chance quoi. Il y a des prix intéressants, oui, il y en a, mais bon, pas beaucoup, mais il y en a. Des prix vraiment bas, plus bas qu'au magasin quoi. La majorité des marchands sur place vendent du prêt-à-porter, c'est d'ailleurs ce qui attire le plus, mais la pas du prix le plus bas crée de l'intérêt pour certains articles qui ne sont pas forcément les plus en vogue. Ici, on peut acheter des livres pour à peine quelques euros. Des livres qui sont à 10 ou 15 euros, on les a à 2-3 euros. C'est justement amener le livre à bas prix pour toutes les personnes qui peut-être sont un petit peu réticents quant à passer la porte d'une librairie parce qu'ils ont peur du livre, du prix du livre ou que ça ne fait pas partie de leur culture d'acheter des livres. Là au moins on est dans la rue et les gens s'autorisent le fait d'acheter du livre. Cette édition de la Grande Braderie de l'Ouest réunit plus de 40 exposants. Organisée à la gare routière de la ville par l'Union des entrepreneurs de l'Ouest guyanais, la manifestation a pour but de relancer l'activité économique de la ville. Dès qu'arrivent les vacances, la ville est un petit peu vide. Ça permet de ce mois-ci déjà de faire un petit peu de chiffre parce que pour les 2 mois difficiles qui arrivent et pouvoir déballer, disons, vider un petit peu les stocks invendus. En fait, quand le but de la braderie, c'est ça. Bon, parmi ces gens, vous avez beaucoup d'ambulants de Saint-Laurent, vous avez des commerçants qui sont de la ville, qui y sont, mais c'est ouvert à toute la Guyane. Demain sera le dernier jour de la Grande Braderie de l'Ouest, et si aujourd'hui certains prix semblent sacrifiés, la plupart des commerçants promettent de les baisser encore pour écouler un maximum de leur stock. Le constat reste d'actualité. Les prix des produits alimentaires restent élevés en Guyane, mais aussi aux Antilles. C'est le résultat de l'enquête réalisée par le quotidien France Antilles qui confirme d'ailleurs les chiffres de l'INSEE. Un même caddie revient 28% plus cher dans l'île que dans l'Hexagone. La grande distribution, accusée d'appliquer des marges outrancières, se défend. Pas si simple de trouver le juste équilibre. Explication en Martinique avec Laura Châtenay-Rivaudet. Madeleine dépense quelques 300 € par mois pour l'alimentation et les produits de première nécessité. Pour elle, pas de folie dans les rayons. Le gigot et les crustacés sont vraiment pour les moments d'exception. Surtout en période de fête, les prix sont très élevés et en basse saison, on a le privilège d'acheter tout ce dont on a besoin en gros. Et ce ressenti de vie chère est partagé par d'autres consommateurs dans ce magasin. Je me pose la question, les mères
les mères de famille, les personnes avec des familles nombreuses. Je me demande des fois comment elles font pour acheter des goûters pour les enfants parce que c'est devenu vraiment très cher. Je reviens de la métropole, je ramasse tout ce qu'il faut, déodorant, gel d'eau, savon, tout ce qu'il y a là-bas parce que c'est moins cher là-bas. Au quotidien France Antilles, tous les 3 mois, la journaliste Cécile Évrard établit un comparatif entre le prix d'un panier de 60 produits identiques, achetés l'un ici, l'autre dans l'Hexagone. Le constat est sans appel, ce panier est 28% plus cher. Il revient à près de 288 € ici, contre près de 225 € outre-Atlantique. Ce qui plombe un panier, en termes de comparaison, on va dire, avec l'Hexagone, tous les produits qui sont chez nous volumineux et à faible valeur, par exemple comme l'eau, ce sont des produits dont la différence est très importante parce que le transport impacte beaucoup. Autre catégorie de produits, le frais, et en particulier tout ce qui est viande. La viande fraîche est beaucoup plus chère ici que dans l'Hexagone, même s'il y a eu, on a vu de gros efforts entre, on va dire, 2014, 2015, 2016, où vraiment la viande fraîche, on sentait qu'il y avait un tassement au niveau des prix. Les produits laitiers, 70% plus chers, l'eau 240% plus chère, des prix qui font bondir. La grande distribution se défend d'abuser de marges scandaleuses, mettant en avant entre 18 et 22% de marge commerciale contre 24 à 26% au niveau national. Au-delà de l'alimentation, le consommateur a également des charges fixes, un loyer, un téléphone, un véhicule, des impôts divers, etc. L'insularité et les coûts d'approvisionnement seraient des handicaps majeurs, sans oublier les taxes comme la TVA ou l'octroi de mer imposés aux produits et qui financent les collectivités territoriales outre-mer. Nous ne sommes pas maîtres des coûts. Quand on achète un produit en France, il y a 9 étapes avant qu'il arrive en Martinique. Vous avez d'abord la commande, vous la passez à une centrale ou à un fournisseur, qui la met dans un conteneur, qui met sur un camion qui va aller au port d'embarquement. Vous payez ensuite l'embarquement sur le bateau dans le port en France, vous payez ensuite le fret, arrivé à la Martinique, vous payez le déchargement, les droits de port, là-dessus vous avez l'octroi de mer, ensuite vous avez la TVA, et après vous prenez un transporteur local pour acheminer la marchandise dans les entrepôts. À ce moment-là, il faut dépoter les containers, ça a un coût de main-d'œuvre, et ensuite mettre les produits en rayon. Concernant le bouclier prix, la grande distribution assure répercuter la demande de baisse des prix en prenant sur sa marge. Le coût du fret, des transitaires, de l'octroi de mer, eux, n'auraient pas bougé. La réponse serait alors politique. Dans des régions comme les nôtres, très objectivement, il y a des surcoûts qui sont liés à la distance, qui sont liés à l'insularité, qui sont liés aux faibles économies d'échelle et que les autorités publiques doivent compenser au mieux possible. C'est un peu ce raisonnement. En fait, ce n'est pas dire qu'on demande davantage d'aide, c'est compenser, c'est-à-dire rétablir une équité par rapport aux entreprises qui sont installées sur le continent européen et qui disposent de marchés beaucoup plus importants. Chercher le prix le moins cher tout en consommant sain et autant que possible local. Encore un parcours du combattant pour le consommateur martiniquais. Retour chez nous à présent avec le championnat de volleyball senior qui s'est achevé mercredi sur une nouvelle victoire de l'USL Montjoly. Le club reste ainsi invaincu pour la 2e année consécutive. L'équipe masculine s'est imposée sur le fief de son adversaire de Matoury. Une victoire à l'arraché qui place les garçons de l'USL Montjoly vainqueurs au même titre que les filles samedi dernier. Une belle fin de saison pour le club qui peut désormais prendre un peu de repos. Mais retour sur le match tout de suite avec Jonathan Lariot et Stéphanie Puglisi. Des cris de joie, comme une délivrance. Pour la 4e année consécutive, l'équipe de l'USL Montjoly remporte le titre de champion de Guyane. Une victoire acquise dans la difficulté face à leur principal rival, le Sport Guyanais. C'est quand même un peu plus compliqué, là il y avait quand même un bon niveau, le Sport a quand même bien joué, il faut l'avouer, mais on a quand même pu rester et conserver notre titre. Et motivation, c'est quand même de réussir au championnat d'Om-Tom, donc du coup c'est une expérience qu'on acquiert petit à petit, puis je pense qu'à un moment venu on pourra y arriver. On espère en tout cas, on travaille sincèrement pour y être. Mais le championnat, il manque peut-être des équipes pour pouvoir relever un petit peu le niveau pour qu'on puisse affronter d'autres types de personnes ou des choses comme ça. Concurrent sérieux au titre, le Sport Guyanais est passé une nouvelle fois très près du but. Vainqueur de la première rencontre, il mène de 2-7 à 0 lors du match suivant.
avant de se faire rattraper et finalement perdre le match 3-7-2. Mercredi, lors du dernier match d'appui, l'expérience des champions de Guyane en titre a parlé. Le Sport s'incline 3-7-1 et laisse une nouvelle fois échapper le titre. La défaite de dimanche a quand même laissé des traces, mine de rien. Mener 2-0 et finalement perdre, forcément ça laisse des traces. Après aujourd'hui on était parti assez lentement, peut-être que ça a payé, physiquement aussi on a lâché. Donc après bon forcément on est déçu, mais on voit qu'il y a du travail toujours à faire et puis en tout cas on ne va pas lâcher. Je pense que le plus important maintenant c'est qu'on sait ce qu'on a à faire, espérons que ça remotive tout le monde et puis on va se remettre au travail. L'année prochaine je pense qu'on pourra compter sur nous. Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de Montjoly réalise le doublé avec la victoire à la fois des seniors masculins et des seniors féminins. Le temps de savourer la victoire, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la saison prochaine. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir à retenir. Près de 80 jours de grève plus tard, la bombe est désamorcée en 3 jours de négociations à l'hôpital de Cayenne. Un protocole d'accord a été signé cet après-midi. Les attentes des grévistes de l'UTG Santé sont globalement satisfaites. Emploi, investissement et CHU notamment. Et puis au sein même de l'hôpital, son ouverture est passée inaperçue durant les conflits sociaux. Un service spécialisé dans le traitement du diabète accueille peu à peu des patients. Nous avons pu faire un tour dans ce service. Enfin, la braderie de Saint-Laurent-du-Maroni se poursuit depuis mercredi. Les bonnes affaires sont au rendez-vous au sein de la gare routière. Les commerçants et clients négocient les tarifs objectifs, booster l'économie. Et puis, notez ce dernier point, en raison de la diffusion de votre soirée électorale demain soir, je vous le disais dans ce journal avec Farouk Amri et Gilles Vernet, eh bien, la finale de l'émission The Voice sera diffusée en direct à 16h sur votre antenne ATV Guyane. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1. Ce sera bien sûr juste après la météo. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon week-end. À lundi.